Les stéréotypes, quand j'arrive, ça va être que je suis interprète, ça va être que je suis étudiant, dans le meilleur des cas, ça va être que je suis prévenu, mais c'est pas tout de suite, en tout cas quand j'ai pas ma robe, que les gens vont se dire « Ah bah tiens, maître, vous êtes avocat quoi ». On nous demande est-ce que c'est vraiment vous qui venez défendre? Est-ce que c'est vraiment vous qui venez assister à l'audition? On a un doute sur qui nous sommes. Je pense que je n'ai pas été recrutée dans certains cabinets en raison de mon origine. Et c'est évident. J'ai tellement pleuré quand j'étais jeune que quand j'ai commencé à exercer, je me suis dit qu'il fallait que j'acculture les gens, que je les éduque. Il y a quelques mois, la journaliste Blanche Ribaud publiait sur Street Press un article sur le tabou du racisme dans le milieu des avocats. À la rédaction, c'est un sujet qui nous a beaucoup marqué, alors on s'est dit qu'on allait vous proposer une vidéo. Aujourd'hui, on reçoit 3 avocats pour témoigner, Seydi, Kadiatou et Fadila. Mais avant de les écouter, je vous rappelle que si on peut consacrer du temps à ces sujets importants de discrimination, c'est parce qu'on vit grâce à vos dons. Alors n'oubliez pas de nous soutenir et de vous abonner à la chaîne. Je m'appelle Seydi, je suis avocat depuis 3 ans et demi maintenant, et j'exerce en droit pénal et en droit des affaires. Hélas, combien de temps faudra-t-il vous redire, à vous tous, que c'était à vous de les conduire, qu'il fallait leur donner leur part de la cité, que votre aveuglement provoque leur cécité. C'est étrange, mais quand on est enfant, on n'a pas conscience qu'on est différent, sauf quand on nous le fait remarquer. Moi je me souviens la première fois en fait que je remarque que je suis différent, j'étais à la piscine, j'avais 6 ans, je m'en souviens très bien, je m'amusais avec un groupe de jeunes et d'un coup je me prends un sale noir. Et là je me dis ok d'accord, donc c'est un élément de ma réalité, il faut que je fasse, que je vive avec le fait que je suis noir et qu'on peut me traiter différemment à cause de ça. Et mon père toujours m'a dit, écoute, en France ça peut être compliqué, il faut que t'en fasses plus, point. J'ai grandi à Strasbourg, donc fin des années 80, début des années 90. Et j'ai grandi en quartier, dans un HLM. J'ai 4 sœurs. Ma grande sœur est autiste. Je suis la 2e sur 5, donc je suis un peu l'aînée de la famille de fait. Ma mère nous a élevés toute seule. Elle est femme de ménage. Et en fait, son idée, c'est quand elle est arrivée en France 3 ans avant ma naissance, c'était qu'elle n'est pas venue en France pour souffrir. Elle souffre en étant femme de ménage. Et l'idée, c'était que je sois ou avocate ou médecin. Et donc, c'était ma mission de vie. Il fallait que je sois la meilleure partout, parce que je suis une fille, que je suis noire, et que dès toute petite, on m'a dit que je n'avais pas la bonne couleur de peau. Une des premières choses qu'on m'a dites quand j'avais 4 ans, donc en moyenne section, c'était pourquoi tu n'es que blanche sur la paume des mains, et sur les paumes des mains, et sale partout ailleurs. Et je pense que c'est là où j'ai eu les premières difficultés. Et c'est là où je me suis dit, plus jamais, il faut que je sois une bosse partout. Et tout ça, j'ai grandi avec ça sans en avoir conscience. Et après, au collège, quand j'ai commencé le basket, c'est une des premières fois où on m'a dit que j'étais très sympa, très drôle, intelligente, mais que j'étais moche parce que noire. Et on me l'avait dit un peu de but en blanc comme ça. J'étais pas dans le style de beauté. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre que j'étais discriminée, petit à petit. La première fois que j'ai eu des difficultés à trouver un travail, c'était pour l'avocature. Avant ça, j'ai eu ça fait 20 ans que je travaille, j'ai commencé à travailler très jeune, j'ai fait différents boulots, standardistes, j'ai été juriste, j'ai été directrice juridique, j'enseigne à l'université depuis 15 ans et j'ai jamais eu aucun problème de racisme. Par contre, la première fois que j'ai eu à connaître ce problème-là, c'était quand j'ai cherché un stage dans le milieu de l'avocature. Là, j'ai compris que j'allais avoir des difficultés et ça s'est concrétisé par la suite pour ma recherche de collaboration. J'arrive à Paris, à l'école de formation du barreau que j'ai la 2e fois, et j'ai pour la première fois mes cheveux naturels, donc certains appelleront une afro. Et en fait, il y a des garçons qui se sont amusés à mettre des boulettes de papier dans mes cheveux, et vu que j'ai les cheveux crépus, je ne sens pas forcément. Ou des filles qui disent « j'aime trop tes cheveux » et qui les touchent. Chose que moi, j'avais vu que dans les séries américaines, en fait, et pour des enfants qui étaient au collège. Au mieux, c'est naïf. Au pire, c'est méchant. Naïf parce que, par exemple, on va vous dire, pendant, moi qui suis de confession musulmane, pendant le ramadan, on va venir te tendre un verre d'eau et on va te dire « Ah, bah tiens !» Vous leur dites que vous buvez pas tout court. « Ah bon, mais c'est interdit !» Alors, quand je dis naïf, je pense qu'on a tous été à l'école et qu'on sait les interdits principaux des grandes religions monothéistes en France. Après, on a du racisme. Par exemple, vous ouvrez la porte. Alors, il y a des grands cabinets qui ont une secrétaire. Dans les petits cabinets, pas forcément. Vous ouvrez la porte parce que ça a sonné. On va vous dire, j'ai rendez-vous avec un tel et sa collaboratrice.
À aucun moment, le client va penser que la collaboratrice, ça peut être vous. Parce que vous êtes d'origine maghrébine ou vous êtes noir de peau, on va penser que vous êtes le secrétaire ou vous êtes le stagiaire qui est là pour ouvrir la porte. Par exemple, là, vous voyez, je suis en costume, cravate, pochette. Hein, c'est pas que ça m'éclate, hein, mais c'est juste parce que si j'ose me mettre en pull, chino, basket, je serai pas considéré en tant qu'avocat et je vais subir des remarques, des attitudes qui seront déplacées et racistes. Un samedi, je vais en visite en prison, à la maison d'arrêt de Nanterre, et donc naïf, hein, j'y vais avec mon pull bleu, j'y vais avec mon chino bleu et mes baskets blanches, hein, une tenue très correcte, mais qui n'était pas assez correcte visiblement pour les surveillants de prison, parce qu'en fait quand on arrive au parloir, on attend souvent très longtemps le temps qu'on nous descende en fait la personne qu'on est censé voir, et donc entre temps on peut se mettre devant le parloir, on attend un peu et autres, et moi j'attendais depuis 45 minutes, ce qui était déjà très agaçant, et il y a un surveillant qui passe et il me regarde, il regarde son collègue et il me dit mais attends, mais qu'est-ce qu'il fout dehors celui-là? Et là moi je regarde et je dis je suis avocat quoi. Ah pardon maître. Bah oui mais bon voilà, et c'est tout le temps comme ça. Il y a une autre fois d'ailleurs pareil où je vais en maison d'arrêt, là j'avais pas fait l'erreur, hein, j'étais allé quand même en costume, cravate et autres, hein, et j'arrive en maison d'arrêt et puis je vais au greffe justement parce qu'il y avait un problème, on savait pas trop où était mon client. Et dès que j'arrive au greffe, donc avec costume, cravate, mallette, il y a la greffière qui me regarde et qui me dit « Ah bonjour, vous êtes un arrivant donc est-ce que je suis une personne qui vient se présenter pour être incarcérée aujourd'hui ?» Là, je la regarde quand même, je dis je suis quand même vachement bien habillé pour un arrivant. « Ah pardon maître », voilà. Et c'est tout le temps le « Ah pardon maître », mais le mal est déjà fait. On va croire que parce qu'on est d'origine étrangère, on ne peut pas être l'avocat. Par exemple, lors d'un entretien, on m'a demandé si je m'exprimais aussi bien à l'oral qu'à l'écrit en français. On m'a demandé d'où je venais. Alors là, j'ai voulu jouer un petit peu. Je leur ai dit que je venais de l'Essonne. La dame a poursuivi, l'avocate. Elle m'a demandé non, mais vous venez d'où? Et donc j'étais encore plus loin. Je lui ai dit de Paris 18e où je suis née. Non, mais vous venez d'où? Alors là, je lui ai dit je suis d'origine algérienne. Et elle s'est levée vers sa bibliothèque. Et elle m'a ramené une rose des sables. Elle m'a dit moi j'adore le Maroc. J'ai été dans un trek marocain. Voilà la rose des sables. À aucun moment on a parlé de mes compétences. À aucun moment on a parlé du travail pour lequel je postulais. Jamais. Quand je suis au tribunal et que j'arrive, je me mets devant l'entrée pro au tribunal de Paris avec mon associé qui est également noir. Et à ce moment-là, pareil, en costume, cravate, très correct, il y a un confrère qui passe et qui me montre sa carte, en fait, parce qu'il pensait que j'étais le vigile. Donc il passe, il montre sa carte, donc je regarde et je dis pardon confrère, vous pensez que je suis... Et donc là, il baisse un peu la tête, il commence à avancer, puis il montre sa carte à mon associé, en pensant que si j'étais pas le vigile, c'était forcément lui le vigile. Et là, après, il a marché assez vite, hein, mais alors que nous, on était juste posés en train de faire une petite pause devant l'entrée pro, au soleil. Et il y a plein de moments comme ça, quoi. Il y a toujours ce sentiment un peu d'humiliation, parce que ça arrive souvent en public, déjà. Donc on se dit, mais attendez, moi j'ai quand même fait 7 ans d'études, j'ai quand même tout fait justement pour pas qu'on me prenne pour un prévenu, et on me prend quand même pour un prévenu, qu'on me prend quand même pour une personne détenue. Il y a ce sentiment d'humiliation, il y a ce sentiment aussi un peu de révolte, où on se dit, mais attendez, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Qu'est-ce que je peux présenter de plus comme visage pour aller clairement les pieds dans le plat? Comment montrer patte blanche pour qu'on puisse ne pas me considérer comme une personne que je ne suis pas, et qu'on puisse, entre guillemets, me considérer à ma juste valeur. Au tout début, quand j'ai reçu les premiers effets de discrimination, je rentrais chez moi, je pleurais. Je vivais encore chez ma mère et je disais maman, je vais pas avoir le poste. J'ai appris au fur et à mesure à me jouer de ça. Moi, ma première main courante, je l'ai faite, j'avais 13 ans, avec mon coach de basket. J'ai tellement pleuré quand j'étais jeune que quand j'ai commencé à exercer, je me suis dit qu'il fallait que j'acculture les gens, que je les éduque, mais par de l'autodérision et pas rentrer dans les clichés où je hurle, où je sors de mon cadre, que je m'énerve et que je gifle la personne. Parce que moi, évidemment, à l'intérieur de moi, j'ai envie de mettre des coups en vrai. Et en fait, si tu sais pas, tu ne dis rien. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours, en fait. Ne t'avance pas. Quand tu ne sais pas à qui tu parles, sois curieux, parce que je pense que c'est des choses qui sont importantes dans la vie de tous les jours. Et ne pas se prendre
pour quelqu'un de supérieur sans connaître l'autre personne. Et je pense que c'est des éléments qui marquent beaucoup plus que de les couper et de leur dire oui, je suis avocate, je veux faire du Black Panther, Martin Luther King c'est un big boss, etc. Je le pense, mais c'est pas la meilleure façon de transmettre. Donc à chaque fois qu'on va mettre un peu les pieds dans le plat et dire écoutez, en fait là ce qui se passe c'est pas ok, il se passe quelque chose qui peut être du racisme, là tout de suite tout le monde va se braquer et dire non mais attendez, vous pouvez pas dire ça, vous pouvez pas dire que je suis raciste, vous pouvez pas dire ci, vous pouvez pas dire ça, alors que littéralement il faut quand même se rendre compte quand on va dans les juridictions, quand on va dans les commissariats que c'est quand même un peu dans l'air, hein. C'est-à-dire que l'important c'est pas de dire que la justice est raciste, c'est pas vrai, c'est pas le cas, mais en tant qu'humains qui font partie d'une société dans laquelle il y a des préjugés racistes qui structurent, il faut quand même qu'on puisse questionner ça. Et moi, le problème que je vais avoir, c'est que parfois, dès qu'on veut le questionner, on va avoir une gêne, on va avoir des réactions qui empêchent un peu la discussion fondamentale là-dessus et qui empêchent un peu de remuer ce qui doit être remué. Je pense que je n'ai pas été recrutée dans certains cabinets en raison de mon origine. Et c'est évident. C'est évident. Et d'ailleurs, je me demande même pourquoi on m'a fait passer des entretiens. Est-ce qu'il y a un quota ? Bon, on va la recevoir, hein, pour pas qu'elle nous dise qu'on la reçoit pas. Mais je pense qu'il y a un quota qui fait que on nous reçoit, mais qu'au final, on sait très bien qu'on nous fait perdre notre temps et qu'on ne sera pas recruté. Donc oui, je pense que mes origines ont été un frein à un moment donné dans ma carrière. Et un des moyens d'échapper à cette problématique de racisme, il est triste ce moyen, mais c'est d'exercer à son propre compte. En tout cas, en ce qui concerne la hiérarchie dans les cabinets. Quand on exerce dans un cabinet, on est plus exposé au risque de racisme, alors que quand on exerce à notre compte, le risque il va être extérieur. Ça va être le client, ça va être potentiellement la juridiction, ça va être Kidam, mais pas le cabinet pour lequel on travaille, puisqu'on travaille à notre propre compte. J'ai des clients, par exemple, noirs d'ailleurs, hein, que je devais, qui ne sont pas venus vers moi ou qui n'ont pas continué avec moi parce que j'étais noir. Parce qu'ils ont dit, non mais attendez, déjà, moi je me souviens, c'était une mère de famille, un dossier que j'avais au départ en commission d'office criminel, que je défends avec ardeur devant le juge des libertés de la détention. La famille était là, et puis ensuite ils me disent, écoutez, vous avez vraiment très bien plaidé, vous étiez vraiment excellent. Mais vous êtes comme mon fils, un jeune de couleur, et j'ai pas envie que le juge y pense que on est dans le communautarisme, on est dans quelque chose comme ça, donc on va préférer prendre quelqu'un d'autre. Ça arrivait comme ça, et puis il y a aussi parfois des confrères, hein. Il y a des confrères qui clairement disent non mais attends, tu vas pas aller chez lui, c'est un noir. Donc c'est jamais posé à l'écrit, c'est jamais franchement dit, mais il y a des clients clairement qui m'ont dit ah mais lui il m'a dit de pas venir vers vous parce que j'étais noir. Ça peut freiner des carrières, mais de la même manière, il y a des gens qui vont venir vers nous parce que on est plus à même de comprendre certaines choses. Et donc, c'est un peu difficilement quantifiable. Par contre, ça a une influence. Le fait d'être avocate et noire, ce n'est pas un frein si tu ne te mets pas le frein toi-même. Je m'explique. Moi, je me suis mis les propres freins parce que, encore une fois, je me sentais pas légitime parce que femme et noire. Je sais pas quel est le pire des deux parce que j'ai grandi de manière associée. Je me suis pas dissociée. Et donc, je m'étais dit que j'ai la double peine, donc j'y arriverai jamais. Mais le jour où j'ai compris que c'était pas une double peine et une double force, eh bien, femme noire, ça a aucun frein et on avance comme ça, en fait. Au fil des années, maintenant, j'en rigole. Et j'en rigole qu'à moitié parce qu'il y a une discrimination qui reste, qui est liée au sexe. Et récemment encore, j'ai appris dans l'une de mes dernières collaborations, alors que j'étais plus expérimentée qu'une autre femme non racisée, que j'étais payée 400 ou 500 euros de moins qu'elle. Pourquoi ? Parce qu'elle est femme comme moi, mais parce qu'elle est blanche, parce qu'elle a un nom français. Elle a moins d'années d'expérience que moi. Qu'est-ce qui justifie qu'elle soit mieux rémunérée que moi ? En termes d'horaire, je travaillais plus qu'elle. Donc jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qui a fait que cette discrimination existe. Là où avant, je vivais pour les autres, où je voulais être la meilleure vis-à-vis des autres, maintenant j'ai compris que ça n'arrivera jamais. Donc je le fais pour moi. Et tant que je suis satisfaite au quotidien, c'est de loin le plus important. Et c'est comme ça qu'en fait, je me révèle plus, au final. La situation, elle peut changer, à mon avis, si on change les mentalités dès l'enfance, en fait. Pour moi, c'est primordial, déjà la jeunesse, parce que c'est la relève, mais parce que si les idées n'avaient pas été ancrées dès l'enfance, eh bien, on subirait pas ça aujourd'hui. Moi, j'interviens dès les classes de CP
Pas pour expliquer que je suis noire ou avocate, mais pour expliquer qu'à 7 ans, on a des droits, qu'on a des devoirs, que le harcèlement commence en disant qu'une personne est trop petite, etc. Et c'est juste en transmettant des éléments juridiques et par la personne que nous sommes que des enfants pourront se voir plus tard. Moi, si j'avais vu des avocats issus de la diversité, eh ben, je pense que ça aurait été plus simple pour moi d'épouser la profession dès le début.